Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 5 livres que j'ai lus dans un cadre assez particulier. En effet, en mars, il y a un challenge qui se déroule qui s'appelle Mars au féminin et c'est un challenge qui consiste à lire des œuvres écrites par des femmes. Et dans ce cadre-là, je me suis dit que ça serait intéressant de m'intéresser aux œuvres qui ont influencé des autrices que j'aimais ou que j'aime lire. Et donc pour cela, j'ai choisi de regarder du côté de 5 autrices. Et donc j'aimerais vous présenter 5 livres écrits par des femmes qui ont inspiré d'autres femmes artistes. Tout d'abord, je suis allée voir du côté d'Ursula Le Guin, qui était une autrice de science-fiction et de fantasy américaine. Elle a notamment écrit Terre-Mer, qui est une saga de fantasy que j'ai adorée et que j'ai lu lorsque je m'étais dit que la fantasy ne serait pas pour moi. J'ai été extrêmement déçue par ma lecture du Seigneur des Anneaux, que je n'ai pas du tout réussi à terminer, notamment le tome 1. Aussi déçue par le Trône de Fer, et donc suite à ça, je m'étais dit que la fantasy, ça n'était pas pour moi. En lisant Terre-Mer, je n'avais pas beaucoup d'espoir et au final, j'ai adoré cette saga. Hyper originale. Il n'y a pas tellement beaucoup d'action dans cette saga. Par contre, il y a beaucoup de questionnements philosophiques, de dilemmes moraux, et ça j'ai beaucoup apprécié. Pour en revenir au livre préféré d'Ursula Le Guin, il y avait dans sa liste un livre de Jane Austen, qui est aussi de cela. Je suis allée acheter le livre et je l'ai lu. Et comment dire, j'avais adoré Orgueil et Préjugés de Jane Austen, j'avais trouvé cela extrêmement drôle, intelligent et fait de manière extrêmement bien élaborée, puisqu'on suivait une jeune femme assez indépendante qui savait un peu ce qu'elle voulait, mais qui était aussi un peu naïve sur ses sentiments amoureux. Dans ce livre, on va suivre Fanny, une jeune fille d'une classe assez pauvre, assez populaire, qui va être adoptée par une famille huppée. Et donc elle va rejoindre la famille de son cousin et de sa cousine, et elle va se lier d'amitié avec son cousin Edmond, mais elle va aussi avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer dans un univers qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire un univers assez bourgeois. Et de cela, on va aussi suivre son évolution psychologique, comment elle s'adapte à ce nouvel environnement et comment elle s'adapte aux convenances et aux mœurs de la société. J'ai trouvé que c'était extrêmement long, extrêmement prévisible aussi en termes de scénario. Je pense que ce qui a aussi été mal fait, ou ce que j'ai du moins apprécié chez Fanny, c'est qu'on associait du coup ses origines populaires avec une sorte de bonté naïve et un peu primitive chez elle, comme si le fait qu'elle venait d'une classe inférieure ferait d'elle une personne moralement supérieure par rapport aux autres. Voilà, Fanny, je l'ai vue un peu comme cette I'm not like the other girls. Je n'ai pas du coup développé un attachement pour elle tout au long de l'histoire. Rajouter à cela un scénario totalement prévisible, et en plus de cela des personnages pas tellement remarquables. J'ai trouvé du coup ce roman extrêmement décevant sur cela. Dans ce récit, ce qui est intéressant à noter, c'est aussi que c'est un livre qui est vraiment ancré dans le 19e siècle, et donc il y a pas mal de convenances sociales, de règles de bienséance qui sont appliquées aux personnages, d'où aussi une certaine rigidité psychologique que j'ai remarqué dans certains personnages, et notamment dans Fanny. Ça a été une déception pour ma part. Donc voilà, c'est pas un livre que je conseillerais. Ensuite, je me suis intéressée à George Eliot et à ses goûts littéraires. George Eliot est une écrivaine anglaise du 19e siècle. Elle a notamment écrit Adam Bed, qui est son premier roman publié en 1859. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman qui s'intéresse à la ruralité, aux paysans, mais aussi toute cette imprégnation de la religion dans une petite bourgade rurale. Et dans ce roman, on suit Adam, qui tombe amoureux d'une femme qui apprend qu'elle est enceinte d'un autre homme. Et à partir de cet événement tragique, on découvre l'évolution d'Adam Bed, qui est un personnage pour lequel je me suis beaucoup attachée. C'est un homme qui est travailleur, qui est droit dans ses bottes et qui aspire en fait à une vie de famille tout à fait normale et à trouver l'amour. J'ai aussi beaucoup apprécié comment la religion était abordée dans ce livre. On suit notamment une prêcheuse protestante qui va être un peu
une boussole morale pour Adam Bed. J'ai ainsi beaucoup apprécié ce livre. Ainsi, en m'intéressant à ce qu'aimait George Eliot, j'ai vu qu'elle avait beaucoup aimé Villette de Charlotte Brontë. Villette qu'elle considère d'ailleurs comme supérieure à Jane Eyre. Il faut savoir que j'ai lu Jane Eyre, je pense, au lycée et j'ai adoré. Ça a été mon livre préféré et je pense que ça l'est toujours, même si je dirais que j'ai plusieurs livres préférés et que c'est très dur pour moi d'en choisir qu'un seul. Mais j'ai adoré Jane Eyre, je me souviens de l'avoir lu plusieurs fois. Pour moi, ça a été une révélation et après cela, c'est vrai que j'ai eu dans l'idée de lire le reste des œuvres de Charlotte Brontë et j'ai pas forcément eu l'occasion. Et donc j'en ai profité pour lire Villette, et je ne suis pas de l'avis de George Eliot, je ne considère pas Villette comme supérieure à Jane Eyre. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu énormément de ressemblances dans certains passages et dans certains thèmes abordés entre Villette et Jane Eyre. Dans Villette de Jane Eyre, on va suivre Lucy Snow. Dès le début du livre, Lucy a 13 ans et elle est placée chez sa marraine. Elle devient ensuite institutrice dans un pensionnat en Belgique, dans une ville imaginaire qui se nomme Villette. Et de là, on va suivre son quotidien assez solitaire. C'est une jeune femme qui travaille énormément, qui n'arrive pas à poser des limites au niveau professionnel. Lucy, en étant solitaire, trouve une consolation dans la nature et dans des paysages bucoliques. Je suis du coup beaucoup attachée à ce personnage. La solitude dans laquelle vit Lucy Snow est aussi accrue parce qu'elle est protestante et qu'elle vit dans un monde où les gens sont majoritairement catholiques. Malgré cela, elle arrive tout de même à se forger des amitiés. Il y a notamment une amitié qu'elle crée avec un docteur, un jeune homme, et j'ai trouvé cela extrêmement bien décrite. Je trouve qu'il est assez rare dans un roman du 19e siècle de voir aussi bien décrite une amitié entre deux personnages de sexe opposé sans que cela n'aboutisse à une romance. Et donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture pour cette relation entre Lucy Snow et ce jeune docteur avec qui elle se lie d'amitié. Et la partie qui m'a beaucoup fait penser à Jane Eyre, ça a été certains éléments un peu fantastiques, et j'ai trouvé que c'était un élément assez inattendu dans ce roman, qui m'a aussi fait penser du coup à Jane Eyre, puisque dans Jane Eyre, il y a aussi certains éléments qui relèvent du fantastique. Je me souviens que Jane Eyre est décrite par le protagoniste masculin un peu comme une elfe, un peu mystérieuse, et j'ai trouvé ce parallèle entre les deux assez amusant. Avant d'avoir lu Mansfield Park, Jane Austen était tout de même une autrice que j'admirais beaucoup. J'ai adoré Orgueil et Préjugés. Et donc, je me suis intéressée aux livres qu'elle appréciait. Et j'ai notamment vu qu'elle a beaucoup aimé Les Mystères du Dolphe. Les Mystères du Dolphe, c'est un roman gothique qui a été écrit par une autrice du XVIIIe siècle, Anne Radcliffe. En lisant ce livre, j'ai été assez déçue. Il faut savoir que c'est un gros pavé. C'est un livre de 800 pages. Et donc, il faut être extrêmement motivé pour le lire. Dès les premières pages, je ne me suis pas du tout attachée à la protagoniste. Dans ce livre, on va suivre Emily, qui va perdre son père et qui va se retrouver orpheline. Elle va donc devoir rejoindre sa tante qui habite à Toulouse. Et de là, elle va vivre un peu une vie cauchemardesque, puisque sa tante va refuser le mariage avec l'homme qu'elle aime. Et elle va l'obliger à déménager en Italie avec son beau-père, qui est tout simplement un tyran. D'habitude, je n'ai pas du mal avec des livres descriptifs où il y a pas mal de longueur, où on s'attarde sur des points de paysage. Là, par exemple, on s'intéressait du coup au paysage des Pyrénées, ce qui était assez bien fait, bien décrit, d'autant plus que j'habite dans le sud de la France depuis pas trop longtemps, et donc je me suis totalement retrouvée dans ces paysages montagnés. Mais par contre, ça a été extrêmement long, pas beaucoup d'action dans ce livre. Le personnage d'Emily m'a beaucoup irritée. C'est un personnage qui est assez passif. Elle subit vraiment tout ce qu'elle vit. Il y a certains passages du livre où elle n'arrêtait pas de pleurnicher et vraiment, je pense que j'ai levé les yeux au ciel à ces moments-là. Elle n'arrête pas de pleurer, pourtant des solutions existent. Il y a certains coups du destin qui auraient pu lui permettre de s'extraire de situations assez dangereuses, et pourtant elle ne le fait pas parce que je pense qu'Emilie est un personnage qui est assez
soumise à l'autorité, notamment à l'autorité de sa tante et de son beau-père. Et j'avoue que je me suis pas du tout retrouvée dans ce caractère-là. Ce qui a fait que cette lecture a été assez éprouvante pour ma part. Je n'ai du coup pas apprécié ce livre, même si j'avoue que l'atmosphère un peu gothique m'a parfois emportée, mais je m'attendais à beaucoup plus en termes de surnaturel. On en est resté au spectre, aux ombres, à des mystères de famille, mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus en termes de sensations. Et donc je dirais que ce livre a été une énorme déception. Je ne le conseille pas. Pour changer, je vais vous présenter des livres coup de cœur. Alors j'ai lu un livre de Gisèle Halimi qui est Le lait de l'oranger. C'est un livre autobiographique qui aborde la vie de cette avocate française d'origine tunisienne. Une vie assez exceptionnelle. J'avais déjà lu une autre biographie de Gisèle Halimi qui, pareil, que j'avais adoré. Son dévouement pour le droit à l'avortement et aussi sa sensibilité envers l'injustice a beaucoup résonné en moi. Et donc en lisant Le lait de l'oranger, j'ai découvert son enfance, notamment à Tunis. J'ai découvert sa passion pour les livres, qui rejoint aussi ma passion pour les livres. J'ai découvert une femme qui s'est émancipée de sa sphère familiale pour pouvoir s'intéresser à la politique. J'ai trouvé son engagement exceptionnel et vraiment sa plume est incroyable. Vraiment, je vous la conseille. Et Le lait de l'oranger est un titre aussi extrêmement beau. D'autant plus lorsqu'on connaît l'histoire derrière ce titre. Je vous conseille vraiment sa lecture. Et dans ce livre, elle va notamment évoquer sa rencontre avec d'illustres personnes, Aragon, François Mitterrand, Sartre et Simone de Beauvoir. Et elle va aussi aborder un roman de Simone de Beauvoir qu'elle a beaucoup aimé et qui est Les Mandarins. Il faut noter qu'il y a tout de même un point d'ombre dans Le lait de l'oranger, c'est qu'elle n'aborde pas le côté problématique de Simone de Beauvoir, ce côté problématique qu'elle a pu avoir avec des mineurs, qu'elle a mis en relation avec Sartre, son compagnon. Mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier du coup moi-même la lecture des Mandarins. Les Mandarins, c'est un roman de Simone de Beauvoir qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale, où l'on suit du coup la vie d'un journaliste écrivain, Henri, qui est un homme marié et qui est en train de voir son couple un peu partir en poussière puisqu'il ne ressent absolument plus d'amour envers sa femme. Par contre, sa femme tient à lui en espérant retrouver cette flamme qu'elle avait eue lors de leur première rencontre. Et donc Henri est un journaliste de gauche extrêmement engagé dans les idées de gauche. Il tient un journal où il va mettre en avant ses idées politiques. Cependant, son journal, l'espoir, est dans le rouge financièrement. Henri va rencontrer un ami qui va lui proposer de s'associer à un parti politique de gauche, notamment pour avoir des dons et pour remonter la pente financièrement. Cependant, pour Henri, c'est vraiment un préjudice de ne plus pouvoir être un journal indépendant. Et donc, il va y avoir ce dilemme moral sur est-ce qu'il doit accepter ce don d'un parti politique ou alors est-ce qu'il doit rester indépendant, quitte à devoir du coup arrêter de publier son journal à cause de manque d'argent. C'est un roman qui met aussi en avant l'importance d'écrire sur nos convictions, de mettre en avant nos idées, même si la politique ne fait pas l'unanimité et qu'elle n'apporte pas que de la joie dans l'existence. Et dans ce roman, on va aussi commencer à voir profiler les doutes d'Henri envers son espoir sur notamment le régime russe, notamment ce qui se passe en URSS. Petit à petit, dans le roman, vont s'accroître les rumeurs sur le régime soviétique et sur la barbarie qui s'y déroule. Et Henri va se douter de ce qui se passe et va tout d'abord ne pas y croire, ne va pas y croire puisque cela va en fait faire s'effondrer tout son espoir sur une utopie de gauche. J'ai trouvé du coup intéressant de mettre en avant le positionnement des intellectuels de gauche sur le régime soviétique et ses dérives. C'est vraiment un roman que je vous conseille si vous aimez les romans qui sont ancrés historiquement dans l'après-guerre, qui parlent de politique et qui mettent aussi en avant la littérature comme elle se doit.
Pour ma part, j'ai lu le tome 1 des Mandarins et j'ai vraiment hâte de poursuivre avec le second tome. Pour continuer dans la thématique des autrices préférées de mes autrices préférées, je me suis tournée vers Toni Morrison, une autrice que j'ai beaucoup aimée lorsque j'ai entamé ma lecture de Beloved. C'est un roman ancré dans l'histoire américaine et notamment post-esclavagiste. C'est un roman qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a notamment cette question de la mémoire et comment est-ce qu'on entretient cette mémoire historique. Comment est-ce que aussi le passé peut nous hanter. Et donc en m'intéressant à Toni Morrison, j'ai vu qu'elle avait fait un mémoire sur les œuvres de Virginia Woolf et de William Faulkner. De là, je me suis dit que j'allais lire du coup un roman de Virginia Woolf pour pouvoir voir pourquoi est-ce que Toni Morrison s'est intéressée à son œuvre. De Virginia Woolf, il faut savoir que j'ai déjà lu Mrs. Dalloway, que je n'ai pas aimé. Je crois en avoir déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je disais que je n'ai pas du tout accroché à Virginia Woolf dans Mrs. Dalloway parce que ça a été, vous savez, ces romans où il y a tout un flux de conscience, où toutes les pensées d'un personnage viennent tout d'un coup, et il n'y a pas beaucoup du coup de ponctuation. Ça vient comme ça, comme un flot de pensées, et j'avoue que j'ai été extrêmement déstabilisée par ce type d'écriture qui ne m'a pas plongée dans le roman. Donc j'ai été assez réticente à lire un autre livre de Virginia Woolf, mais je l'ai fait dans le cadre de cette vidéo, et j'ai lu Orlando. Orlando, ça a été un coup de cœur, vraiment, j'ai adoré ce livre. Lorsque j'ai commencé ce livre, j'ai été assez surprise de la façon dont j'ai compris les premières pages, je n'ai pas du tout été perdue. Et je pense que le fait que Virginia Woolf se soit inspirée de sa vie, et notamment de sa rencontre avec Vita, une autre autrice, ça a beaucoup joué dans le fait que c'est un roman qui est assez terre-à-terre, même si, voilà, il y a des éléments assez originaux qui s'y profilent, hein, mais c'est un roman où il y a un scénario tout tracé, où on va suivre la vie d'Orlando, qui est un jeune homme qui va se réveiller en étant une femme à ses 30 ans. Et là, il va découvrir qu'à 30 ans, même en se réveillant femme, il a toujours des sentiments amoureux envers les femmes. Et c'est du coup d'une autre manière qu'il va relationner avec la gente féminine. J'ai trouvé ce roman très original puisque c'est un roman qui aborde un peu la figure de l'androgyne. En plus de cela, j'ai trouvé que Virginia Woolf avait une plume extrêmement belle. Elle m'a vraiment fait plonger dans l'âme d'Orlando et dans sa façon de concevoir le monde, qui est une façon qui est très poétique. On voit qu'Orlando s'intéresse beaucoup à la littérature, qui s'intéresse au monde qui l'entoure, à comment est-ce qu'il relationne avec les personnes aussi, même en devenant une femme, après avoir été un homme. Donc j'ai trouvé cela extrêmement beau, extrêmement original, et je ne peux que vous conseiller la lecture d'Orlando. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo sur les autrices préférées de mes autrices préférées. Pour la petite histoire, ce concept m'a été inspiré d'une artiste américaine, chanteuse, qui est Chappell Roan et qui a un jour dit en plein concert « Je suis l'artiste préféré de vos artistes préférés ». Et il y a cette histoire de filiation au féminin qui m'intéresse beaucoup et qui m'a fait réfléchir aussi aux influences des autrices que j'appréciais moi-même, en me demandant du coup mais qu'est-ce qu'elles ont pu lire pour pouvoir elles-mêmes écrire des œuvres extraordinaires. Et c'est pour cela que j'ai fait ce travail de recherche, en cherchant ce qu'aimaient lire mes autrices préférées et en découvrant du coup de très bons livres. Big up du coup à Orlando et au Mandarin de Simone de Beauvoir. Et ça m'a fait aussi découvrir des déceptions au niveau littéraire. Et en vrai, je ne le regrette pas. Ça m'a permis d'affiner mes goûts et de voir du coup que au niveau des œuvres de Charlotte Brontë, j'aime toujours Jane Eyre tout autant et que Villette n'a pas détrôné ce roman. Mais voilà, j'espère que cela vous poussera peut-être à vous intéresser à la vie de vos autrices préférées et pourquoi pas de voir quelles étaient leurs influences au niveau littéraire. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.